Notre petit tour à Ramallah n'est pas vraiment terminé. Et il ne serait pas complet sans faire un détour par chez Abu Omar. Vous allez voir que c'est quelqu'un de spécial, qui a beaucoup à dire. Et comme il va vous le raconter, il n'a pas eu une vie simple. Pourtant, il ne se départit jamais de son sourire. Et aujourd'hui, il va nous emmener là où il a grandi. Le camp de réfugiés de Jalazoon. Yallah, je t'emmène. Je voulais que vous rencontriez Abu Omar parce qu'il est né et a grandi à Jalazoon. Jalazoon, c'est un camp de réfugiés qui se trouve à l'entrée de Ramallah et à côté d'une colonie illégale israélienne. Ça maintenant, vous savez ce que c'est, comme vous avez bien écouté l'épisode 4. On se retrouve chez lui, dans son salon. Bien sûr, il me propose un café. Il m'a l'air un peu agité. Je crois qu'il est un peu stressé. En fait, il a même préparé des notes pour être sûr de ne rien oublier. Aujourd'hui, Abu Omar n'habite plus dans ce camp, mais il tenait à nous parler de son enfance avant de nous y emmener pour y faire un tour. En étant né et ayant grandi dans le camp de réfugiés de Jalazoon, ça fait de Abu Omar un réfugié. Or, celle qu'on appelle aujourd'hui presque indifféremment la question des réfugiés est centrale pour les Palestiniens et Palestiniennes. Pourquoi ? Allez, quelques chiffres alors. Concentration. Il y a près de 15 millions de réfugiés palestiniens à travers le monde. 7,5 millions sont encore en Palestine. Le reste est dispersé à travers le monde entier, dont les États arabes voisins comme le Liban, l'Égypte, la Syrie ou encore la Jordanie. La question des réfugiés palestiniens est tellement spécifique qu'une agence des Nations Unies a été spécialement créée. Vous en avez sans doute entendu parler récemment parce que le Parlement israélien a voté 2 lois visant l'interdiction de cette agence d'ici la fin janvier. Cette agence, c'est l'UNRWA. UNRWA, un acronyme qui signifie... Qui signifie quoi déjà ? Elle tombe tellement sous le sens ici qu'on en oublie la signification. Un peu comme une grand-mère que tout le monde a toujours appelée par son surnom, au point d'en oublier son vrai nom. I guess it's United Nations Relief and Works Agency. En français, l'Office de secours et travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Oui, je sais, un nom long et relativement incompréhensible. En gros, c'est simplement l'agence spécifique à la question des réfugiés palestiniens partout dans la région. Elle a été créée en 1949. Or, si vous avez bien suivi, vous aurez fait le rapprochement entre cette date et celle de la Nakba, un an plus tôt, en 1948, pendant laquelle des centaines de milliers de Palestiniens ont été chassés de chez eux. Et je vous renvoie au premier épisode si vous avez un petit trou de mémoire. Alors un instant, est-ce que vous avez noté une incohérence pour l'instant ? Enfin, pas vraiment une incohérence, plutôt ce qui précisément rend la question des réfugiés palestiniens spéciale ici, en Palestine. Non ? Et si je vous parlais de réfugiés français en France ? Ça y est ? Vous l'avez ? Comment est-ce possible d'être réfugié dans son propre pays ? Eh oui, un autre chiffre important pour comprendre l'enjeu, c'est que 42%, donc à la louche près de la moitié des réfugiés palestiniens, vivent encore à Gaza ou en Cisjordanie. Et ça, c'est une information qu'il faut retenir parce qu'elle n'existe qu'en Palestine. Des réfugiés exilés dans leur propre pays. Pas des déplacés internes, mais bien des réfugiés, c'est-à-dire qu'il leur faut passer une frontière pour rentrer chez eux. Frontière qui se matérialise par ce fameux mur dont on parle depuis le début de ce podcast. C'est important de le préciser parce qu'en principe, la définition d'une personne réfugiée, c'est une personne qui se trouve en dehors de son pays d'origine en raison d'une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d'autres circonstances qui ont gravement bouleversé l'ordre public. Je n'invente rien, c'est la définition des Nations Unies. Bref, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais ces précisions sont nécessaires pour comprendre la pertinence et la spécificité de ce sujet dans le contexte palestinien. Maintenant, revenons-en à Abu Omar et ses notes. Comme tous les réfugiés palestiniens à travers le monde et ici en Palestine, Abu Omar est un descendant de survivants de la Nakba. Ses grands-parents, comme 700 000 autres personnes, se sont fait chasser de chez eux. Not all of our family are refugees. Some of them still in Jaffa because they didn't flee. But the other family, which is I'm from, we were living in Ramle. So they fled from Ramle because there is a massacre happened there. So they ran away. They camp in Jalazoon and other camps and other fled to Gaza and some of them fled to Jordan. Une partie de sa famille est donc toujours à Jaffa, où lui-même ne peut se rendre qu'à condition d'obtenir un permis puisque c'est de l'autre côté du mur, et sa famille à lui a dû fuir un massacre dans son village d'origine. Depuis, lui et sa famille sont considérés comme des réfugiés. Alors, ça veut dire quoi ? Grandir dans un camp de réfugiés en Palestine. C'est justement ce que tient à me raconter Abu Omar
avec un exemple simple. Aller à l'école. During the second intifada, the army closed the streets with checkpoints. So when we want to go to school, we have to walk 5 kilometers. And during this journey, we face tanks, we face soldiers. When we go out, the soldiers always start bothering the boys, throwing gas and rubber bullet on us while we are walking home for no reason. I witnessed some boys get injured and some of them in their tears. So every day, it's a survival journey to school. So we face death every day going to school and back from school. Puisqu'on sait que la vie n'est facile pour personne ici, je lui ai demandé si c'est tant différent que ça de grandir dans un camp de réfugiés. Et il me répond en me parlant des couvre-feux. Pendant la seconde intifada, l'armée israélienne imposait un couvre-feu pour quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines ou quelques mois, séparant Abu Omar de ses amis des villages alentours avec qui il allait à l'école. I told you about the curfew. They built walls with this concrete blocks. There is no way to go out from the camp. We were studying in the same school, but sometimes we separated for months because of the curfew. We can't leave the camp. And he can't get inside the camp. So I can't see my friends for months sometimes. Vous vous souvenez de la frustration qu'on avait pendant le Covid de ne pas pouvoir sortir de chez nous, pendant ce couvre-feu? Maintenant, imaginez que ce sont des soldats, armés jusqu'aux dents, qui vous empêchent de sortir de chez vous. Et assurément, il n'y avait pas d'autodéclaration à signer par et pour soi-même pour aller faire des courses. Alors quand il est impossible de sortir faire des courses pour nourrir sa famille, il faut s'organiser. Et gare à vous si vous vous faites attraper en train de ramener de quoi subsister. Some of our neighbors were arrested while they are carrying wheat bags or milk for kids. My father was one of those guys because he was a communist. At that time, the communist was responsible for the food, electricity, safety, something like this. And that's why he got arrested. They invaded our house and taken for 5 years, charged for 5 years for this. Et puis, Abu Omar m'explique en substance qu'étant ado, il n'aspirait qu'à une chose en fait. Avoir une enfance normale, comme un jeune garçon qui veut simplement aller jouer aux jeux vidéo avec ses amis par exemple, quitte à prendre des risques. We had a video game in the past and it was with him. So I walked the way to Jafna through the mountain to sleep that night in his house and to play with him that game. Échapper au camp pour aller jouer aux jeux vidéo avec les gamins des villages alentours et puis jouer au foot aussi. Sometimes we were playing soccer, football, some sport in the street, and that's how they ended the game by firing on the streets sometimes from this top mountain beside the camp. Et puis, il y a aussi les colons, qui ne sont jamais bien loin. One day in school, we were playing, and a settler was walking around the school because the Beit El settlement is near the school. So we were, trying to look at him and laughing, and I was so young, and I spit on him. So what he replies to us, he started firing on the air, and he went to the door of the school, stopped looking for us, and started shooting bullets on air and on the ground. He was carrying an Uzi. I remember the gun that he was using on us. And then my father came along to protect us, and he shot all of his bullets before our father came. So thank God, nothing happened. He just started yelling on the settler, go out. It was like a fight in words because he finished all of his bullets. So he went go. So that day, I remember every second. Bon, ok, Abu Omar l'admet, il était jeune et cracher sur ce colon, ce n'était pas la plus fine des idées. Mais la réaction du colon n'a rien de celle d'un adulte raisonné face à des ados débiles. En fait, écouter Abu Omar parler de son enfance dans le camp de réfugiés de Jalazoon, ça revient en gros à se demander comment vivre une enfance normale dans un monde complètement anormal, fait d'occupation militaire et d'attaques de colons. Et tout ça, c'était bien avant le 7 octobre. Abu Omar m'explique que le contrôle exercé sur les camps par l'armée israélienne a toujours existé, que ça n'a pas commencé le 7 octobre, que le 7 octobre n'a fait qu'intensifier les incursions de l'armée et des colons.
Sur le site de l'UNRWA, vous vous souvenez, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, on peut y lire qu'en 2022, donc bien avant les événements du 7 octobre, le camp de Jalazoon a enregistré 90 opérations militaires israéliennes, soit environ une opération tous les 4 jours, et 124 arrestations, dont 31 enfants mineurs. Rien que ça. Justement, ce que tient à m'expliquer Abu Omar, c'est que les camps de réfugiés sont particulièrement ciblés par l'armée israélienne. Mais pourquoi ? Our life in a war, every day, we survive that. Not just what happens in Gaza. Okay, what happened in Gaza is now it's a genocide. There is some massacres with hundreds every day in Gaza. But if you can check the history in a Dafeh here in the West Bank, we see this every day in all camps. Last week, they invaded Jalazoon. They killed two guys and get out. Nothing. It's okay. This incident happened every week, every month, every day sometimes. They invade the house, they assassinate someone, and they go out. Or, quand on perd espoir et qu'on n'a plus rien à perdre, une des façons de s'en sortir, c'est de s'engager pour lutter contre la source de nos souffrances. Alors à force d'être empêchés de revenir chez eux, à force de leur mener la vie dure, les camps de réfugiés finissent par devenir et être considérés comme des bastions de la résistance. Abu Omar résume les choses comme ceci. The only place where there is an activities, it's only in the camps. So how they will control the camps, they surround every camps. So they make sure no activities happen there. In the camps itself, they are worried because any movement or any activities or resistance will become from the camps. Because they are the one who suffered and needs to go back to Ramallah, to their places. So that's why they keep trying. And the best things to do is just surround them, make them in a poor life, so they will not fight. Abu Omar conclut en disant que So we live in this prison. And this prison sometimes it makes you feel that you have no life. You have no life. They kept us in cages. Et vous allez voir que la métaphore avec une cage est loin d'être choisie au hasard. Cette fois, Abu Omar nous embarque dans sa voiture et direction ses souvenirs d'enfance dans le camp. À commencer par l'entrée du camp de Jalazoon. C'est là que l'histoire avec le colon qui a vidé toutes ses cartouches dans les airs et à ses pieds s'est passée, me dit-il. Abu Omar me dit aussi qu'aujourd'hui, les colons viennent moins, voire presque plus. Pourquoi ? In the past, they were going around, walking with their guns. But after the war, after the second intifada, they stopped with everyone is inside. Until then, if there is an incident, sometimes the settlers comes to the street and start shooting on the cars who walks over the streets. You can see the owner was cool inside in the surrounded area of the wall. Encore un mur. Et l'école se trouve précisément emmurée à l'entrée de ce camp. Comme une anomalie de la colonie, alors que c'est la colonie qui est illégale d'après le droit international. We are on this side and they are in that side. Okay? Here there is a prison, there is a life. And that side there is a life. And in this side there is a prison. We live this life. Mais pas le temps de traîner, Abu Omar veut nous emmener à un endroit un peu particulier. In the past there was no building here, only a military tents. This is the area where all the military tents were we held here to see everything in the county. So from this area we can see all the camp. We have sight for everything. This is the top area of the camp. Voir et être vu, voilà l'intérêt. Voir, ça permet évidemment de surveiller. Mais être vu, ça permet aussi de marquer sa présence. C'est comme ça qu'ils disent. On reprend la route et entrons enfin à l'intérieur du camp. Maintenant, prenez une seconde. Depuis tout à l'heure, on parle de camp de réfugiés. Qu'est-ce que vous visualisez depuis tout ce temps ? Ou quand vous entendez parler de camp de réfugiés en général ? Allez-y, prenez un instant. Si vous avez imaginé des tentes sommaires, personne ne peut vous en vouloir. C'est souvent l'image qu'on en a, et d'autant plus ces temps-ci avec celles qui nous parviennent de Gaza. Mais vous vous imaginez bien qu'un camp établi en 1949 et qui n'a pas disparu depuis a évolué. Ça a bien commencé avec des tentes, mais Abu Omar me raconte que ça a bien grandi depuis. Yeah, especially after the 90s. So after Oslo, yes, the people in the camp start having other jobs and can work in the city, work in Ramallah. Some of them get salaries, and they had to start over to build their houses. So I witnessed how much development was in the camp. They start building on top of this rooms to make a house. Yeah. Of course, it's a small house, but at least it's a house that
can fit for 13 family member. And after this now, if you can go to the camp, you can see that the family start building on top of this buildings to make another apartment for the other family members who live in the same house. Obligé d'étendre le camp à la verticale, donc construire des étages les uns au-dessus des autres à mesure que la famille s'agrandit. Aujourd'hui, ce sont de véritables bâtiments hauts de plusieurs étages. Ça, plus une démographie croissante, le tout dans un espace restreint, et ben forcément... Oui, parce que ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que ce camp de réfugiés a une taille limitée. C'est littéralement un camp, dont on ne peut pas dépasser les limites. C'est ça, la cage dont parlait Abu Omar tout à l'heure. They kept us in cages. Quand le camp de Jalazoon a été établi, comme tous les autres camps de réfugiés, ça ne devait être qu'une sorte de solution temporaire, alors on n'avait pas imaginé un plan d'urbanisme pour que des décennies plus tard, des voitures aient assez de place pour se croiser. Donc les rues sont étroites et ne permettent pas à deux voitures de se croiser. C'est précisément ce qui nous arrive là tout de suite maintenant, alors Abu Omar recule et se gare pour laisser passer la voiture en face. Et puis me dit que, tant qu'on y est, on n'a qu'à descendre de la voiture ici, parce qu'il connaît bien cette partie du camp. Let's go. This is my neighborhood. My house was there. My grandmother's house is here. My uncle was here as well. This house for my mother friend lives here. I used to attend parties for my mother friends here. They will have a good heads like us. Tout le monde salue Abu Omar ici. حبيبي ايش الاخبار؟ كيف حالك مصعب؟ ان شاء الله تمام حبيبي. الله يسعد لي اياك. جايين نلف لنا لفه. Ce n'est pas tant qu'il est connu, c'est plus que tout le monde se connaît. Avec ce qu'on vit ici, dans l'enceinte de ce camp, ses habitants ne peuvent qu'être une communauté soudée. Avec des problèmes en leur sein aussi, on reste tous des humains, mais tout le monde se connaît, et j'en ai la preuve en direct. مرحبا كيف حالك؟ طبنا بصبحي؟ ضرب صبحي انت؟ Et puis, il reprend et me montre une maison. This house, previously, the idea of bombed it. My house was around when they bombed it. All the glasses, everything was poof, boom. And we were sitting inside while they bombing it. And there's a curfew here. No one can move around. They bombed this house. Ses souvenirs d'enfance sont un peu différents des miens. Alors, ne serait-ce que par curiosité, je lui demande ce que c'est son plus beau souvenir ici. Et je suis surprise par la candeur de sa réponse. Best memory? I have a lot of memories. Best memory in the camp. You reminded me with the girl I love. Yeah. Also, was in this neighborhood with her, trying to meet her somewhere around this neighborhood. D'ailleurs, en avançant, on tombe sur des mariés dans leur voiture, klaxonnant à tue-tête. Un moment de répit, de célébration. Mais vous vous doutez bien que la réalité n'est jamais très loin. Even weddings, they invaded weddings. Wallah, they invaded a lot of weddings to just destroy the hype and Sometimes they took the guy who is marrying and put him in jail. Abu Omar s'interrompt. Drôle de bruit. De ceux dont on sent que quelqu'un cherche à attirer notre attention, alors on se retourne et on voit une vieille dame, assise sur le petit escalier qui sert de perron à ce qui est sans doute sa maison. Elle agite ses clés devant nous. La clé, c'est un symbole spécial pour tous les Palestiniens, mais en particulier pour les réfugiés palestiniens. C'est ce que Abu Omar m'explique. All the grandmothers in the camp have that key. It was set on their houses or on front of the house, and we gathered around them. So that's why we have a relationship with the elderly woman. My aunt kept it on frame in her house, like a legacy. The key, it's like a symbol that our house is there, and we will go back someday, holding this key to open our doors there. It's a symbol. La clé représente donc l'espoir de rentrer un jour dans leur maison, de retrouver leur terre. Bon, et comme vous et moi on commence à connaître la gravité de la situation, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, avec tout ce qu'il a vécu ici, avec ce qui se passe en ce moment à Gaza et l'aggravation de la situation en Cisjordanie et à Jalazoon, ce camp de réfugiés, comment on garde l'espoir de pouvoir un jour retourner sur les terres de ses ancêtres, revenir d'où l'on vient. Let me tell you something about not just me, everyone else. This feeling sometimes goes ups and downs. Sometimes you feel hope that there will be a return
And sometimes you lost the hope and you try to figure out how you can go out of this country. As we are talking now and there is a war in Gaza, we have hope now. We have hope that someday we will return back. But if you ask me this question 2 years ago, I will tell you there is no hope. I'm trying to get out of this country. Mais ça ne vous paraît pas un peu contradictoire à vous ? Abu Omar nous dit qu'avec ce qui se passe à Gaza, il ressent de l'espoir. Moi, spontanément, j'aurais imaginé l'inverse. Alors je lui ai demandé comment c'est possible de ressentir de l'espoir dans une situation pareille. Et voici ce qu'il m'a répondu. The Palestinians feel the hope when they fight. Sentir que quelque chose bouge en fait. Quand depuis des années, rien ne bouge et que le pire s'installe et se normalise. Pour eux, comme pour le reste du monde. Bref, on continue d'avancer et je suis surprise par le nombre d'enfants. Alors me vient une question. Comment l'histoire se transmet-elle de génération en génération ? Est-ce qu'on parle de ces choses-là avec ses parents ? We were talking about this all of the time because it's our lives. As I told you, when we sat around my grandmother, we start asking her about the Nakba and what you are doing and all stuff. So we know the history. How did they flee and how did they survive in the camp itself? My grandmother was a strong woman. Et avec ses enfants ? With my kids, sometimes they ask me, I tell them about this. You should talk to them. They know history. Yeah, they know history. Yeah, they are excited to do that, but you know, it's not easy. I wish someday I can take them there. Aller à Ramallah, emmener ses enfants là-bas, de là d'où viennent leurs ancêtres. Pour le moment, c'est mission impossible parce qu'il leur faut un permis, comme pour tous les autres Palestiniens de Cisjordanie, le même permis qu'il fallait aussi à Sami dans l'épisode 3 pour aller sur les hauteurs du Djoulan ou encore à Jériès dans l'épisode 5 pour aller à Jérusalem. Le temps qu'il m'explique tout ça, on a rejoint la voiture. Le camp de Jalazoon n'est pas très grand, on en a déjà fait le tour. Alors, on remonte en voiture, direction la maison. Lui doit partir retrouver sa famille et moi... Coucou Marie, comment tu vas ? Dis-moi, est-ce que tu serais dispo pour qu'on se rejoigne à la garage vers 20h ? On avait dit qu'on voulait aller papoter, du coup, si t'es dispo et si ça te tente, on peut se rejoindre là-bas. Tu me dis, à tout à l'heure peut-être. Bon, ce n'était pas prévu mais je suis sûre que vous allez adorer. On est invité à retrouver Juliette à garage, pour parler d'amour. Maintenant que je le dis et sachant que vous ne connaissez sans doute pas cet endroit, ça doit résonner bizarrement à vos oreilles, mais vous allez voir. Hello. Abu Omar me sourit et me dit qu'il aurait aimé nous rejoindre. Mais à cette heure-ci, il est justement l'heure d'aller retrouver sa famille autour du dîner. Au fond, j'espère qu'il pourra nous rejoindre plus tard parce que j'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Et c'est ce qu'il me dit quand on se dit au revoir. Qu'il aurait aimé pouvoir prendre plus de temps pour nous donner plus d'informations et de chiffres. Comme par exemple que la densité de population dans le camp de Jalazoon, c'est 65 000 personnes au kilomètre carré. À titre de comparaison, à Paris, où on considère déjà que les gens vivent les uns sur les autres, c'est 20 000 habitants au kilomètre carré, donc 3 fois moins. Nous dire aussi que 17% de la population active du camp était au chômage en 2022, un nombre dont on ne dispose pas mais qui a très probablement augmenté depuis les événements du 7 octobre, comme dans le reste de la Cisjordanie. Nous dire aussi que plus d'un quart de la population de ce camp est considérée comme vivant sous le seuil de pauvreté. Et tout ça, c'est la situation du camp de Jalazoon, mais il y a aussi les 3 autres camps que compte Ramallah et les 15 autres dans le reste de la Cisjordanie, sans parler des 8 autres camps qui sont en train d'être violemment bombardés dans la bande de Gaza, ou encore de ceux en dehors de la Palestine, au Liban, en Syrie ou encore en Jordanie. C'est à ce point-là que la question est centrale pour les Palestiniens. Mais notre visite à nous s'arrête là. Je remercie Abu Omar pour toutes ses confidences et cette plongée au cœur de ses souvenirs. De notre côté, nous, on va continuer. On va donc à garage, mais promis, je ne vous emmène pas dans un hangar un peu obscur. Et surtout, on va y parler d'amour. Yallah, je t'emmène. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 6e épisode du podcast déjà. J'espère qu'il vous a permis de voyager dans la réalité d'au moins un réfugié palestinien qui vit en Cisjordanie. Vous commencez à connaître la chanson, alors j'aimerais remercier Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lys pour le joli visuel,
Mewen, bien sûr, en tant que co-créateur de ce podcast, et bien évidemment Abu Omar pour nous avoir fait visiter le camp de réfugiés de Jalazoon et de nous avoir emmenés dans ses souvenirs pas toujours des plus agréables. Shukran jazilan. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les sources des informations que vous venez d'entendre dans les notes de l'épisode. Psst. Et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, vous le savez déjà, c'est d'en parler autour de vous. Le partager, mettre des étoiles, des likes, tout ça. Vous connaissez la chanson, on compte sur le bouche à oreille. Alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt!